Je vais présenter, c'est moi. Oui, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de gens de l'IGR et beaucoup de gens des centres de lutte contre le cancer. Corinne Balaguet est chef de service de radiologie à l'Institut Gustave Roussy. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie Philippe Lasserre pour son invitation et l'Académie de chirurgie pour m'avoir invité. Donc, en tant que radiologue, je suis très honorée de venir dans cette assemblée de chirurgiens pour vous parler de l'imagerie. Donc, je vais vous parler de l'imagerie sur du ganglion en insistant un peu plus sur le cancer du sein, où on a fait beaucoup de progrès, notamment dans l'approche du ganglion sentinelle et de l'imagerie du ganglion. Alors, dans le cancer du sein, il est clair aujourd'hui que l'envahissement ganglionnaire, c'est le facteur pronostic essentiel et donc l'intérêt de pouvoir faire un bilan diagnostique important pour avoir un pronostic. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, on sait très bien que la biopsie du ganglion sentinelle est devenue une technique de routine et clairement une alternative au curage. Aujourd'hui, pour des lésions infiltrantes de moins de 5 cm. Jusqu'il y a quelques années, on était limité jusqu'à 3 cm. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 5 cm. Néanmoins, même si c'est un geste relativement peu invasif, il y a toujours, comme on l'a vu, des complications potentielles à type de lymphocèle, de lymphoret, et toujours un petit nombre de faux négatifs. Donc aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire avec l'imagerie, et un des enjeux, c'est d'essayer de déterminer avant tout geste chirurgical si le ganglion est envahi ou pas, et d'essayer de façon non évasive de le déterminer. Alors, quelle imagerie a-t-on à notre disposition aujourd'hui? On a plusieurs techniques possibles et je vais vous en parler, donc avec toutes ces techniques et avec même des innovations. Alors, l'échographie, c'est la technique de base, la plus simple et on peut dire que c'est vraiment une technique qui est robuste aujourd'hui et qui doit être systématique, donc en cas de cancer du sein avéré, ou en cas de lésion très suspecte qu'on classe BIRAT5 ou ACR5, on doit réaliser, en plus de l'échographie du sein, une échographie axillaire et susclaviculaire. Ça doit être systématique, mais dans la pratique, on se rend compte que beaucoup de radiologues ne le font pas. Donc ça, c'est très dommage, puisque parfois, nous, on refait des échographies aux patientes uniquement pour un bilan axillaire ganglionnaire. Et ce qui est plus important que les critères de taille, simplement, en pratique, un ganglion, normalement, a une taille de moins de 2 cm dans le creux axillaire. On sait qu'on peut avoir des ganglions tout à fait normaux, jusqu'à 5 cm. Donc les critères plus importants aujourd'hui en termes de suspicion d'atteinte, ce sont des critères morphologiques, beaucoup plus que les critères de taille. Alors les critères que l'on va rechercher en échographie, ce sont des anomalies du cortex. Je vais vous montrer quelques images avec des aspects asymétriques ou irréguliers, donc la partie externe hypoéchogène. Ce cortex, s'il fait plus de 3 mm et de façon asymétrique, va être considéré comme suspect. Avec une forme ronde, on ne voit plus le hile graisseux central, ça également c'est un critère important de suspicion. En Doppler, qu'on doit réaliser de façon systématique, on peut trouver aussi des aspects de vascularisation tout à fait anarchiques, irrégulières, asymétriques, et des contours irréguliers. La taille supérieure à 2 cm est un critère de positivité aussi, mais avec la réserve que je vous ai dite, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des ganglions beaucoup plus volumineux, qui sont simplement des ganglions normaux ou inflammatoires. Donc je vous mets quelques images ici, donc un ganglion qui est tout à fait anormal, puisqu'il a un grand axe plus haut que large, avec des contours tout à fait irréguliers. Donc là, on va le considérer comme tout à fait suspect. Là également, on voit un ganglion tout à fait anormal, avec un cortex très irrégulier, mais qui a gardé son hile graisseux central, ici, alors que dans cet exemple-là, on n'a plus du tout de graisse centrale. Donc évidemment, c'est un ganglion très suspect. Ici, un cortex très asymétrique, avec très peu de graisse. Et là, il n'y a quasiment plus de graisse ici avec des contours qui sont trispiculés. Donc tous ces ganglions peuvent être facilement visibles en échographie. Également, ici, on va mesurer ce cortex ici, qui est ici à 5 mm. Également, là, plus du tout de hile graisseux central. Là, on voit très bien l'aspect très hétérogène, très épaissi de ce cortex et une vascularisation tout à fait importante et tout à fait anormale en Doppler couleur.
Alors, quelles sont les performances de l'échographie quand on a cet ensemble de signes? En fait, c'est variable en fonction de la tumeur primitive. Et plus la tumeur initialement est petite, finalement, moins on va être performant. Et c'est ce qui nous embête un petit peu. Et l'intérêt du ganglion sentinelle, c'est quand même dans les tumeurs qui sont assez petites. Donc, dans les stades précoces, dans les stades 1 ou T1, T2, la sensibilité est variable. Et également, c'est un examen qui est opérateur dépendant et qui est dépendant de la machine. Donc, plus on a une machine performante, plus on va trouver ces petits signes. Donc, c'est un examen qui peut être variable. Alors, comment on peut améliorer la performance de l'échographie? Eh bien, c'est en rajoutant de l'imagerie interventionnelle, donc des ponctions sous échographie ou des biopsies. Et clairement, aujourd'hui, on va vraiment améliorer la performance de l'échographie en ajoutant ces ponctions percutanées qui se font assez facilement. Et ici, les résultats d'une grande méta-analyse qui a repris un nombre très important de patientes avec des prélèvements sous cytoponction ou microbiopsie, avec une sensibilité globale de 75% et une très bonne spécificité, donc avec notamment une excellente valeur prédictive positive en associant donc ponction et échographie. Donc ici, avec un exemple de ce ganglion tout à fait suspect qu'on a ponctionné avec une cytoponction sous guidage échographique. Alors on a la possibilité de faire les deux techniques, soit une cytoponction à l'aiguille fine, soit une microbiopsie. Les deux sont possibles, ça dépend un petit peu de l'accès, de la taille du ganglion. En pratique, la biopsie serait un peu plus performante que la cytoponction, donc avec un peu moins de faux négatifs. Après, tout dépend aussi de l'expérience de l'opérateur. Mais globalement, on va fortement augmenter la sensibilité et elle va être très spécifique avec ces examens d'analyse interventionnelle. Par contre, la biopsie, comme évidemment on est proche des vaisseaux axillaires, avec un tir potentiel de l'aiguille, on peut faire plus facilement des blessures vasculaires. Donc on va utiliser des aiguilles à des battements semi-automatiques, par exemple. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'évaluer l'importance de l'atteinte ganglionnaire. Très grande étude multicentrique internationale, qui ici a été publiée il y a quelques années maintenant, a montré que finalement il n'y aurait pas de bénéfice du curage versus la radiothérapie systématique sur un cas de petites tumeurs sans atteinte clinique ganglionnaire, lorsque notamment il y avait moins de 3 ganglions positifs au curage, où finalement ça servirait à rien de faire un curage, ce serait simplement un traitement par radiothérapie. Donc peut-être que l'intérêt, c'est pas simplement de distinguer des ganglions suspects ou pas, mais c'est de distinguer ceux qui sont avec une atteinte limitée, donc moins de 3 ganglions envahis, d'une atteinte étendue, plus de 3 ganglions envahis. Et ça, aujourd'hui, ça ne se fait pas particulièrement. Quand on fait des échographies, on ne s'attache pas forcément à donner le nombre de ganglions atteints, et c'est peut-être une réflexion à avoir aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est que selon certaines séries, les performances seraient moyennes de l'échographie pour distinguer et notamment pour différencier une atteinte limitée avec notamment une assez faible valeur prédictive négative. Donc peut-être qu'on est assez peu performant pour cette question précise en échographie. Alors est-ce qu'on peut faire mieux? On a d'autres examens d'imagerie comme l'IRM, et l'IRM peut être intéressante car de plus en plus on réalise une IRM dans le bilan d'extension des cancers du sein, avec des recommandations qui sont publiées, qui sont bien connues. Aujourd'hui en France, on ne fait pas une IRM pour tous les cancers du sein, mais dans certaines indications, notamment dans les seins denses, dans les cancers lobulaires, les cancers inflammatoires. L'intérêt, c'est que c'est une analyse assez facile et on peut avoir un aspect symétrique, donc on va bien analyser les deux creux axillaires, technique très sensible également pour trouver des anomalies suspectes. Alors les critères de positivité en IRM, comme en échographie, ce sont plutôt les critères morphologiques plutôt que les critères de taille qui sont importantes et on retrouve à peu près ce qu'on trouve en échographie, donc la perte de la forme ovale mais plutôt une forme ronde, des contours irréguliers où il n'y a plus de île graisseuse centrale. On a aussi en IRM des séquences avec injection, donc on va injecter un produit de contraste et on va analyser l'évolution du produit de contraste dans le temps en traçant des courbes avec des logiciels. Alors ces courbes-là, finalement, seraient assez peu discriminantes pour différencier les ganglions bénins et malins, parce que tous les ganglions présentent à peu près le même type de courbe. Donc ce sont des risques de faux positifs. Et donc ce qui paraît plus intéressant que les séquences avec injection, ce sont les séquences T2 qui nous donnent un aspect morphologique qui notamment permettent de bien visualiser l'œdème.
Et plusieurs articles ont essayé de trouver quel était le meilleur signe de positivité en IRM. Cet article-là était assez intéressant et a pu montrer que finalement, c'était essentiellement les critères morphologiques, donc les contours irréguliers avec une très bonne spécificité ici. Donc on est plutôt plus spécifique que sensible, avec un œdème aussi autour du ganglion, avec une spécificité à 100%, et une prise de contraste annulaire, donc avec une forme qui est tout autour du ganglion. Donc les images de ganglions qu'on peut retrouver ici, à partir du moment où ils sont très visibles, avec un ganglion ici qui est très rond, ça c'est une séquence avec injection de produit de contraste. On voit très bien la prise de contraste hétérogène de ce ganglion. Ça c'est une séquence T2, où on voit bien la graisse centrale et un aspect irrégulier du ganglion. Une séquence T2 aussi, on voit des contours tout à fait irréguliers, il n'y a plus du tout de graisse à l'intérieur. Donc ça également, ça c'est un ganglion suspect. Ici, on voit très bien un cancer bifocal, avec un ganglion profond ici qu'on voit bien de côté du cancer, alors que de l'autre côté, on voit rien. Donc l'intérêt aussi de l'IRM, c'est d'avoir une analyse symétrique et de bien voir les deux creux axillaires. Et ici, une prise de contraste annulaire, donc tout autour du ganglion, alors qu'il n'y a pas de prise de contraste centrale. Donc tous ces critères-là, en imagerie également, on peut les retrouver assez facilement en IRM. Alors, on a malgré tout des faux négatifs et des faux positifs. Et comme en échographie, on peut avoir des difficultés pour les petits cancers, donc les tailles, les T1 ou T2, ou également on peut être pris en défaut, notamment avec une valeur prédictive négative. Donc on a plutôt plus de facilité à trouver des signes positifs. Mais malgré tout, on a des risques de faux positifs, puisqu'on a des ganglions qui sont tout à fait normaux, qui peuvent prendre le contraste comme des cancers. C'est pour ça que l'imagerie après injection n'est pas forcément la meilleure. Donc en pratique aujourd'hui, on peut quand même considérer que l'IRM ne va pas faire mieux que le couple échographie-ponction en termes de performance. Et ici, pour vous montrer un exemple, on a un cancer tout à fait évident en IRM, avec un rehaussement, ce qu'on appelle une courbe en plateau, ici, donc avec un rehaussement prolongé dans le temps. Ici, un ganglion intramammaire tout à fait normal, non envahi, avec une courbe en washout, ou phénomène de lavage, qu'on retrouve de façon assez spécifique dans les cancers. Ce ganglion était tout à fait normal, il a une courbe tout à fait évidente de cancer. Donc, on ne se sert pas de cet argument pour les différencier. Alors, on a des nouvelles techniques, comme l'IRM de diffusion. Schématiquement, on va étudier les micro-mouvements des molécules d'eau dans un voxel. Donc, on va utiliser une région d'intérêt ou un voxel, et on regarde quels sont les mouvements des molécules d'eau, qui sont notamment diminués quand on est en présence d'une tumeur maligne, et qui sont augmentés quand on est en présence d'une tumeur bénigne, le tout étant modifié par la vascularisation. Alors ça nous donne une image assez spécifique, on n'a pas besoin d'injecter pour ça, c'est une séquence qui dure 3 minutes, donc qui est assez facile à réaliser. Et on a une image très blanc-noir, donc à partir du moment où on a un ganglion qui est suspect, on a peu de mouvements de molécules d'eau, donc beaucoup de molécules d'eau, donc il va être très blanc, avec un coefficient de diffusion abaissé. Donc de temps en temps dans les comptes rendus, vous pouvez voir ces termes-là. Donc on va avoir un ganglion comme ça, très très blanc, avec des calculs, des cartes couleurs. On va avoir un coefficient de diffusion ABC. Donc ABC, c'est en dessous de 1. Et ça, ces arguments-là de nouveauté, de nouvelles séquences, permettent finalement d'améliorer les performances de l'IRM et notamment d'améliorer la sensibilité et la spécificité. Donc plus on est en dessous de 1, plus le critère de suspicion du ganglion est là. Par contre, ces séquences sont parfois artefactées, de moins bonne qualité, ça dépend un petit peu des machines. Mais ça peut être une aide supplémentaire pour l'IRM. Alors, on a d'autres techniques comme l'imagerie moléculaire, donc la TEP ou la scintigraphie. Alors la TEP est très intéressante parce que c'est un examen très spécifique. Vous voyez qu'on a des excellentes valeurs prédictives positives. Également, l'intérêt, c'est qu'on va voir des chaînes ganglionnaires qui sont plus difficiles à voir par d'autres techniques, comme les chaînes mammaires internes, par exemple, susclaviculaires. L'intérêt aussi, c'est un examen corps entier. Mais la TEP peut être prise en défaut sur les toutes petites lésions. Notamment, le critère de positivité est très difficile, en dessous de 5 à 7 mm. Alors un peu moins maintenant avec les nouvelles techniques, avec, vous voyez, des sensibilités très, très basses. Donc aujourd'hui, la TEP n'est pas recommandée dans les bilans ganglionnaires, notamment dans les stades précoces de cancer du sein. Par contre, meilleure sensibilité avec les nouvelles machines, mais un coût important. Donc aujourd'hui, elle n'est pas utilisée et elle n'est pas plus performante toujours que le couple échographie-ponction.
Un exemple ici de cancer du sein avec lésions secondaires ganglionnaires qu'on voit très bien en TEP, ici avec un ganglion un peu plus petit, mais qui fait ici 10 mm également, facile à voir. Et ici, donc, on était en présence d'un cancer inflammatoire. On voit très bien la fixation tout à fait évidente sur l'imagerie TEP. Ici, donc la tumeur qui fixe. Et puis l'intérêt de la TEP, c'est qu'on voit bien toutes les chaînes ganglionnaires ici qui sont tout à fait anormales, avec des lésions secondaires sur les ganglions, donc médiastinaux, également mammaires internes, comme on voit ici, paratrachéaux. Donc on peut vraiment faire un bilan complet assez facilement. Alors aujourd'hui, est-ce que dans le Sentinelle aussi, est-ce qu'on fait des examens de scintigraphie, des clichés? Ça se faisait il y a encore quelques années, comme ici, on voit ici la fixation de la tumeur. Donc on va injecter le produit de contraste dans le traceur en péri-aréolaire, et puis donc on va attendre une demi-heure à 1 heure pour faire les clichés. Et on peut trouver comme ça, on peut localiser avant la chirurgie la position des ganglions. Alors ça peut avoir un intérêt visuel pour le chirurgien, mais aujourd'hui ça n'est quasiment plus fait, puisque ça va allonger le temps de l'examen, il y a un coût et il faut un équipement spécifique. Ça peut être intéressant pour les ganglions mammaires internes, mais on fait aussi aujourd'hui très peu de curage mammaire interne. Donc aujourd'hui on les abandonne, ces clichés. Juste un mot sur les nouvelles techniques à notre disposition. Donc on a des techniques d'échographie. Comme on a vu que les examens et l'analyse est plus performante en échographie, l'élastographie analyse les variations d'élasticité des tissus, un tissu tumoral étant moins élastique qu'un tissu bénin. Donc avec l'élastographie a été étudiée dans les ganglions. On peut trouver des anomalies d'élasticité dans les ganglions envahis, les petits ganglions, avec donc des lésions secondaires qui vont être visibles, mais on a des résultats qui sont variables selon les séries, donc on ne va pas pouvoir remplacer la biopsie du ganglion sentinelle par l'élastographie. De même, toutes les techniques d'échographie de contraste, où on va injecter des produits à base de microbules, ont pu être étudiées aussi pour cette question-là, mais beaucoup trop de faux négatifs également pour la caractérisation et pour remplacer ganglion sentinelle. Donc ce ne sont pas du tout aujourd'hui des techniques de routine. Ce qui pourrait être intéressant, ce sont les techniques avec des traceurs d'imagerie optique, donc où on va injecter du verre d'indocyanine donc en péri-aréolaire, et avec ces techniques-là, avec une sonde de détection presque infrarouge, donc ce qu'on appelle l'imagerie NIR, on peut, au-dessus de la peau, finalement suivre le trajet lymphatique et visualiser l'atteinte ganglionnaire. Donc ça peut être fait au bloc, en temps réel, par le chirurgien. Donc on a une étude en cours à Gustave Roussy. Donc l'intérêt, peu d'effets secondaires, c'est un traceur qui ne provoque pas d'allergie, très peu coûteux, et on peut voir une cartographie directement sur la peau immédiatement en temps réel. Et cette publication a montré notamment que la sensibilité de cette technique, avec le verre d'indocyanine, serait plus performante que la sensibilité du sentinelle avec le traceur classique du technétium. À voir sur de plus grandes séries. Alors en pratique, on peut dire que l'imagerie a progressé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le point essentiel, c'est l'échographie, associée ou non à la cytoponction, si des critères de suspicion de ganglion sont là. Ça reste le meilleur examen, plutôt que toutes les techniques beaucoup plus modernes aujourd'hui. Les examens combinés, donc avec l'échographie et la ponction, c'est ce qui donne la meilleure performance diagnostique, avec un coût acceptable et qui est vraiment relativement bien toléré par les patients. Alors par contre, ce qu'on peut peut-être faire pour essayer d'améliorer encore les performances de l'échographie, c'est peut-être de compter et d'essayer d'évaluer exactement l'atteinte ganglionnaire et de tracer les patientes, de trier les patientes en atteinte limitée, moins de 3 ganglions, atteinte étendue, qui aurait peut-être un intérêt pratique, mais ça c'est à discuter avec les équipes chirurgicales, au cas où on arrêterait de faire des sentinelles ou des curages sur des petites atteintes ou des atteintes limitées. Je vous remercie. Pardon. Merci beaucoup, Corinne. Alors, on va passer au topo suivant parce que c'est le même sujet. Et puis, il y aura une discussion globale puisqu'on on va parler beaucoup du ganglion sentinelle. On a pris comme sujet des ganglions sentinelles le sein, bien sûr. Le ganglion sentinelle peut se développer dans toutes les spécialités, mais il y a des spécialités où c'est vraiment à la pointe, c'est le cancer du sein.